Il n'y aura pas de fin à la guerre. Les États-Unis et l'Iran n'ont pu s'entendre sur un point clé. Mais le passage par le détroit d'Ormuz sera maintenu. Les États-Unis ont commencé à déminer le détroit. La Russie a rompu la trêve de Pâques. Dès le début de l'accord, l'ennemi a attaqué des blessés ukrainiens lors de leur évacuation dans la région de Zaporijia. Le jour J est arrivé. Les élections législatives ont débuté en Hongrie. Orbán est plus proche que jamais de perdre le pouvoir. Pendant ce temps, la Moldavie quitte la CEI. La décision est prise. Le Royaume-Uni se prépare à une guerre majeure. Londres a commencé d'urgence un plan stratégique de défense contre la Russie. Et comment la fille de Poutine pille le budget russe par milliards? Nous en parlerons dans ce nouveau numéro de Nouvelles d'aujourd'hui. Je suis Eva Nikolashvili. Aimez et abonnez-vous, car nous commençons. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont échoué. Les parties n'ont pu s'entendre sur le programme nucléaire de Téhéran. Le point de blocage est le refus de l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire. C'est une exigence fondamentale pour Washington. C'est ce qu'a déclaré le vice-président J.D. Vance selon CNN. Les États-Unis se disent prêts à envisager un compromis, mais ils soulignent qu'il n'y a toujours pas de garantie claire ni explicite que l'Iran ne cherchera pas à obtenir l'arme nucléaire, que ce soit maintenant ou dans le futur. Selon Vance, les États-Unis ont déjà présenté ce qu'ils considèrent comme leur offre finale et attendent désormais une réponse. Nous avons eu des discussions de fond avec les Iraniens. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas d'accord. Et je pense que c'est bien pire pour l'Iran que pour les États-Unis. Nous rentrons donc aux États-Unis sans être parvenus à un accord. Nous avons été clairs sur nos lignes rouges et sur nos concessions possibles, et sur ce qui ne l'est pas. Nous avons été aussi clairs que possible, mais ils ont refusé nos conditions. Ainsi, après 2 rounds, les positions restent toujours figées, et l'espoir d'un accord devient désormais très incertain, voire presque inexistant. Les États-Unis préparent le déminage du détroit d'Ormuz. Le commandement américain confirme le passage de 2 destroyers. Leur mission est de sécuriser une route pour la navigation. Le commandant Brad Cooper a déclaré que le processus est lancé. Nous sommes actuellement en train de créer un nouveau passage pour libérer le commerce, explique Cooper. Des renforts, dont des drones sous-marins, sont envoyés afin de neutraliser toute menace potentielle. En réalité, tout le monde sait que l'Iran est en train de perdre, et de perdre gros. Leur marine est anéantie, leur armée de l'air est anéantie. Leur défense anti-aérienne n'existe plus, les radars sont hors service, leurs usines de missiles et de drones sont largement détruites, tout comme les missiles et les drones eux-mêmes. Et, plus important encore, leurs dirigeants de longue date ne sont plus là, Dieu soit loué. La seule chose qu'il leur reste, c'est la menace qu'un navire puisse heurter l'une de leurs mines marines. Alors que, soit dit en passant, leurs 28 mouilleurs de mines gisent également au fond de la mer. Nous avons déjà commencé le processus de nettoyage du détroit d'Ormuz. Une trêve qui n'aura même pas duré quelques heures. Dès le premier soir, la soi-disant trêve pascale a été de fait rompue par la Russie. Le 11 avril, selon Deep State, l'ennemi a attaqué un groupe de soldats ukrainiens blessés lors d'une évacuation dans la région de Zaporijia, près du village de Hulyai-Pilske. À la suite de ces frappes, les militaires ont péri. Au total, après 16 heures, selon l'état-major, 469 violations ont été enregistrées, dont 22 assauts, 153 tirs, 19 frappes de drones kamikazes et 275 attaques de drones FPV. La soi-disant trêve pascale avait été annoncée par le dictateur russe Poutine le soir du 9 avril. Le Kremlin a déclaré que le feu devait cesser de 16 heures le 11 avril jusqu'à la fin de la journée du 12 avril. Volodymyr Zelensky a pour sa part déclaré que l'Ukraine était prête à respecter le cessez-le-feu, mais qu'elle comptait sur un arrêt réel et durable des hostilités, et non sur de courtes pauses. Dans le même temps, les forces de défense restent en état d'alerte pour répondre immédiatement à toute action de la Fédération de Russie. Un autre crime de guerre commis par les Russes. Les occupants ont fusillé 4 prisonniers ukrainiens dans la région de Kharkiv. C'est ce que rapporte Deep State. Des analystes ont également publié une vidéo confirmant les faits. Les images montrent les occupants russes abattre des défenseurs ukrainiens allongés au sol face contre terre. Selon Deep State, les militaires russes ont fusillé les Ukrainiens près de vétérinaires.
Et tandis que la Russie viole traditionnellement tout accord, l'Ukraine a réussi à porter une série de frappes contre des infrastructures militaires clés de l'ennemi avant même le début de la soi-disant trêve pascale. Les forces de défense ont frappé un dépôt pétrolier et la station de pompage Krimskaya sur le territoire russe, ainsi que plusieurs sites militaires dans les zones occupées des régions de Donetsk, Zaporijia et Kherson, y compris des dépôts de munitions, des centres de contrôle de drones et des rassemblements de troupes. L'état-major souligne que l'ampleur des dégâts et des pertes ennemies est toujours en cours d'évaluation. Pendant ce temps, à Komsomolsk sur l'Amour, un incendie s'est déclaré dans une usine aéronautique. Le feu a pris dans l'un des ateliers de l'usine aéronautique Gagarine. Selon la chaîne OSINT Cyberborosno, il s'agirait de l'atelier numéro 46, spécialisé dans les composants auxiliaires. Cette usine est une entreprise clé de l'industrie aéronautique russe. C'est ici que sont produits en série les chasseurs Sukhoi 35S et Sukhoi 57. La Russie et Poutine sont dirigés de l'extérieur et probablement depuis Londres. Dans la guerre contre l'Ukraine, il y a déjà 1 million de Russes morts. Et Strelkov-Guirkin a directement ordonné l'exécution d'un adolescent ukrainien de 16 ans. Ces déclarations, et bien d'autres, ont été faites lors d'une interview accordée par le collaborateur et soi-disant ancien gouverneur populaire de Novorossia, Pavel Gubarev. Le plus intéressant est à venir. Le collaborateur et soi-disant ancien gouverneur populaire de Novorossia, Pavel Gubarev, a refait surface. Ce fervent partisan du monde russe a accordé une interview de 4 heures à Yuri Doud, dans laquelle il en a dit assez pour plusieurs peines de prison. Je suis en Russie, j'ai peur d'être accusé de fausses informations, d'autant plus que j'ai déjà une affaire judiciaire là-bas, administrative, de nature administrative. C'est pourquoi je vais m'exprimer avec prudence, et peut-être même que je plaisanterai par moments. Cependant, Gubarev n'est pas resté prudent bien longtemps. Et dès le début de l'entretien, il a commencé à dire ces 4 vérités, bien désagréables pour le Kremlin. Les Russes ont Sochi, ils ont la Crimée. Voilà, mais ce sont comme de petites bandes de terre. On n'a pas beaucoup de sud. Voilà. Et pourtant, les espaces du sud sont les plus favorables à la vie. C'est pourquoi les Russes doivent viser le sud. Sauf que l'agitation de Poutine pour s'emparer de nouveaux territoires est restée en travers de la gorge du Kremlin. Ce sang, il coule en vain. Il n'y a aucun but. On nettoie, la terre où vivaient les slaves, on la nettoie. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pourquoi? Je veux dire, tout le monde en a assez. Assez, mais pas tout à fait, avoue le collaborateur. C'est pourquoi le Kremlin ne songe pas à s'arrêter. Nous sommes frères, vous êtes un peuple frère, et c'est une position forte. Oui, bon, on vous a un peu tué, mais vous nous avez tués aussi. Mais on dit, nous sommes un peuple frère, nous sommes un seul peuple. Ils disent, non, nous ne sommes pas un seul peuple, vous n'êtes pas nos frères. Ce qui signifie, selon Gubarev, qu'il faut rayer de la carte encore quelques villes. On n'a pas détruit ces villes parce qu'on le voulait. C'est aussi une sorte de sacrifice dont nous sommes l'instrument. L'ancien gouverneur populaire de Novorossia ne cache même pas les atrocités commises par l'armée russe et les collaborateurs comme lui. On va devoir souffrir le martyre et, pour ainsi dire, verser notre sang. Ensuite, Gubarev s'emporte encore davantage. Oubliant toute mesure de sécurité, il s'écarte des manuels du Kremlin et commence à s'en prendre au pouvoir russe lui-même. Eh bien, si l'Ukraine a un but là-bas et que la vérité de l'Ukraine est celle-ci, on nous a attaqués, nous reprendrons nos territoires. On peut dire qu'il y a une part de vérité là-dedans, alors que chez nous, les objectifs de l'opération spéciale ne sont toujours pas annoncés, ce que nous voulons, ce que nous faisons, pourquoi tout cela et quel est l'objectif final où la guerre s'arrête, c'est-à-dire où nous avons gagné. Ce n'est pas formulé. Quant à l'homme du bunker, Gubarev lui assigne le rôle d'une sorte de marionnette aux mains d'un gouvernement secret invisible. C'est compréhensible, car critiquer ce qui se passe ainsi est bien plus pratique et sûr. Poutine, c'est autre chose. C'est-à-dire que Poutine, c'est soit une étiquette,
sur toute cette structure qu'on appelle la Russie. Soit c'est un programme, soit c'est une sorte de programme systémique, soit c'est peut-être une sorte de religion. Seulement, apparemment, même les patriotes Z les plus acharnés ne croient plus en cette religion. Les gens sont un peu fatigués, d'un côté comme de l'autre. C'est ce que je voulais dire par les mots « la guerre a perdu son sens ». Cependant, Goubarev se ravise immédiatement. Du point de vue des affaires, le remue-ménage de Poutine continue de rapporter des millions et des milliards de dollars aux bonnes personnes. Le pouvoir est au bout du fusil, c'est la thèse principale qu'il faut comprendre. Voilà, le fusil engendre le pouvoir là-bas. Mais Goubarev lui-même ne serait pas impliqué dans tout cela, selon ses dires. Je n'ai pas pris un kopek à qui que ce soit. Je n'ai tué personne, je n'ai torturé personne. Voilà, j'ai la conscience tranquille et c'est sans doute pour ça que je suis en vie. Et là, le collaborateur est franchement malhonnête, car quelques minutes plus tard, il avoue lui-même avoir pratiqué le racket et l'expropriation d'entreprises à Donetsk. Au fait, moi aussi, j'en ai pris un morceau. Enfin, pas pris, j'ai protégé un commerçant qui l'avait pris. Un vieil ami à moi, Andrei Dundoukov, est venu me voir et m'a dit « il faut s'en emparer ». Je lui dis « vas-y, prends-le ». Et si jamais il y a un souci, je lui dis « je te couvrirai ». Eh bien, tant que j'avais encore du ressort, et pendant longtemps, j'ai assuré sa protection autant que j'ai pu. Et il y a énormément de contradictions de ce genre dans l'interview de Goubarev. Par exemple, il a souligné maintes fois qu'il combattait les fascistes au front alors qu'il s'est avéré être lui-même un nazi pur jus. Il faudrait chercher, il y a même une photo, je te l'aurais même montrée. Bien sûr que j'ai fait le salut nazi. Si je trouve la photo, je te la donnerai. Vas-y. Et là-dedans, Goubarev ne voit même aucun problème. Au contraire, il se délecte de lui-même en racontant comment il levait la main du cœur vers le soleil. Il n'y a rien de terrible là-dedans, c'est n'importe quoi. Regarde, ma peau... Enfin, je comprends. Que par le passé... Hitler est une crapule qui a tué 20 millions de mes compatriotes, de mes ancêtres. C'est pourquoi Hitler est un monstre absolu. Mais la Ziga, c'est tout. Pourquoi une telle franchise, me demanderez-vous? Surtout de la part d'un homme qui a si peur de finir derrière les barreaux pour ses paroles. Et c'est très simple. Il s'avère que pour attaquer l'homme du bunker, même prudemment, Goubarev a reçu un ordre direct d'en haut. Voilà, je bosse pour le pouvoir de Poutine, on peut dire ça comme ça, oui. Sans m'impliquer émotionnellement. Et apparemment, cette nouvelle directive plaît beaucoup à Goubarev. Car Poutine a fini par le lasser lui aussi. Ce qui se passe sans contradiction est impossible. Et le méchant, Poutine sur le trône, le fasciste qui est un super tyran, c'est l'explication la plus dégoûtante qui soit. J'ai parfois été dans ce déni sans le dire publiquement. Mais il ne faut pas éprouver trop de sympathie pour Goubarev. Il était et reste un collaborateur sans principe. Il a juste rejoint le camp de ceux qui perdent le plus. Lequel d'entre nous est le plus idiot? L'histoire en jugera bientôt. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cette même histoire sur laquelle Goubarev compte s'occupera de lui pour tout ce qu'il a dit et fait bien plus vite qu'il ne le souhaiterait. Le fait que nos villes soient détruites n'est pas de notre faute, c'est notre punition. Le jour J est arrivé. Les élections législatives ont commencé en Hongrie. 5 partis participent à la course, mais la vraie lutte se joue entre deux. Le Fidesz au pouvoir de Viktor Orban, qui détient le pouvoir depuis déjà 16 ans, et l'opposition TISA menée par Péter Magyar. À la veille du vote, les rues de Budapest se sont transformées en arènes de protestation. Plus de 100 000 personnes sont sorties contre Orban. Orban dégage! Orban dégage! Orban dégage! Orban dégage! Orban dégage! Mais la ville du futur. Ces derniers mois, j'étais là avec vous. Comme le rapporte l'Associated Press, les rues centrales de la capitale hongroise ont été envahies principalement par des jeunes. Des slogans virulents ont retenti dans la foule, y compris en russe. « Rentrez chez vous ». L'action s'est transformée en un immense meeting-concert. Plus de 50 artistes se sont produits sur scène pendant cette heure, critiquant ouvertement le pouvoir et appelant à voter contre le parti au pouvoir, le Fidesz. Les organisateurs déclarent que c'est un signal aux électeurs que l'ère de l'impunité touche à sa fin
Dans ce contexte, les positions d'Orbán semblent fragiles pour la première fois depuis longtemps. Selon les sondages, son principal opposant, le chef du parti TISA, Péter Magyar, devance le pouvoir en place d'environ 10% et l'opposition a une réelle chance de changer le cap politique du pays. Eh bien, nous continuerons à suivre la situation en Hongrie et pour plus d'informations exclusives, regardez nos prochains numéros. La Moldavie se retire de la communauté des États indépendants. La présidente Maia Sandu a signé les décrets de dénonciation de la charte et des accords clés de l'organisation. Les documents sont déjà publiés et sont entrés en vigueur. Maintenant, le compte à rebours est lancé. Le retrait sera progressif et la fin complète de la participation de la Moldavie aux structures de la communauté des États indépendants est attendue d'ici 12 mois. L'ex-premier ministre britannique Boris Johnson a secrètement visité les positions des défenseurs ukrainiens dans la direction de Zaporizhzhia. Johnson a passé 2 jours au front, a rencontré les militaires de la 5e brigade des forces armées de l'Ukraine, a visité des localités proches du front et a discuté avec les habitants locaux. Il a décrit ses impressions de ces rencontres dans un article pour l'édition anglaise du Daily Mail. Selon l'ex-premier ministre, après 48 heures au front, il est plus que jamais convaincu que, je cite, « Les Ukrainiens gagneront, qu'un jour ils se débarrasseront de l'armée de Poutine qui ressemble à des orques et que ce beau et riche pays deviendra libre. » Fin de citation. Dans son article, Boris Johnson a également accusé le président américain Donald Trump ainsi que les dirigeants européens d'une aide insuffisante à l'Ukraine. Selon Johnson, l'Occident pourrait fournir à Kiev des missiles à longue portée et dégeler les avoirs russes pour aider l'Ukraine. Le Royaume-Uni se prépare à une grande guerre. Le gouvernement élabore une version mise à jour du plan stratégique Government Warbook, un document qui n'a pas été révisé depuis 1976. Comme l'a déclaré le commandant de l'armée de l'air Richard Knighton dans une interview à Sky News, il s'agit d'un modèle de mobilisation totale, de l'armée et de la police aux hôpitaux, à l'industrie et à la population civile. La nouvelle stratégie tiendra compte des réalités du monde moderne, des menaces d'attaques militaires à la vulnérabilité des infrastructures critiques, y compris l'énergie et l'approvisionnement en eau. Cependant, les leçons de la guerre froide constituent toujours la base, mais adaptée au XXIe siècle. Le plan prévoit également la préparation à une éventuelle confrontation avec la Russie et une nouvelle augmentation des investissements dans la défense. Selon Knighton, l'ère de paix relative à laquelle les Britanniques se sont habitués ces dernières décennies touche à sa fin et la société devra changer de mentalité et se préparer à des scénarios qui semblaient impossibles il y a peu. Une guerre secrète entre la Russie et l'OTAN est déjà en cours. Et elle ne se déroule pas en Ukraine comme tente de le faire croire la propagande du Kremlin, mais dans l'Atlantique Nord. La menace provient des sous-marins russes. Les détails dans notre reportage. La Grande-Bretagne a démasqué une opération secrète du Kremlin. Au président Poutine, je dis « Nous vous voyons ». La Russie menait une opération secrète impliquant des sous-marins dans les eaux britanniques. Il y a répondu au Kremlin et à Poutine. Nous ne les quitterons pas des yeux. Poutine aimerait que nous soyons distraits par le Moyen-Orient. Mais la Russie est la menace principale pour le Royaume-Uni et ses alliés. Les forces armées britanniques ont surveillé 3 sous-marins russes dans l'Atlantique Nord 24 heures sur 24 pendant plus d'1 mois. Ce n'est plus une patrouille ordinaire, mais une tentative de tester les vulnérabilités de l'Occident. Le ministre de la Défense a révélé et rendu public l'opération des Russes, qu'aucune des 2 parties n'avait commenté auparavant. Il y a une sorte de confrontation sous-marine entre les 2 pays qui reste généralement hors de la vue du public. Il est intéressant qu'il soulève cette question pour plusieurs raisons. Il appelle cela, je pense, une démonstration de force en termes de capacité britannique et alliée. La Royal Navy a travaillé avec les Norvégiens, utilisant des avions de reconnaissance de la Royal Air Force pour suivre 3 sous-marins. Comme l'a expliqué le ministre de la Défense John Healey, ce groupe comprenait un sous-marin nucléaire du projet 971 Shchuka B, ainsi que 2 navires spécialisés de la direction principale de la recherche sous-marine. Le Shchuka B a pu servir de diversion pour attirer l'attention pendant que les sous-marins opéraient directement au-dessus d'infrastructures critiques. Un sous-marin d'attaque de classe Akula et 2 sous-marins de reconnaissance Guji ont quitté les eaux britanniques pour repartir vers le nord.
Après que les navires de reconnaissance ont passé du temps au-dessus d'infrastructures critiques nous concernant, nous et nos alliés. L'opération sous-marine de la Fédération de Russie dans l'Atlantique a été un échec cuisant. La marine britannique a chassé les sous-marins russes qui se livraient à l'espionnage. Dans ce cas, la partie britannique pourrait également répondre par des actions similaires. Healy n'a pas révélé ce que les sous-marins russes tentaient de faire précisément. Mais les propos du ministre de la Défense indiquent clairement que l'opération visait les communications sous-marines. Il n'y a aucune preuve qu'un quelconque dommage ait été causé. Une part importante du gaz chauffant le Royaume-Uni transite par des pipelines posés sous l'eau. Nos forces armées sont parmi les meilleures au monde. Et le public britannique ne doit pas douter que ce gouvernement fera tout le nécessaire pour protéger notre sécurité nationale et économique, quel que soit l'endroit dans le monde où cela est requis. Le long des côtes britanniques, surtout en Est-Anglie et dans le sud-ouest, environ 60 câbles sous-marins touchent terre en plusieurs points. Jusqu'à 99% du trafic Internet et télécom international passe par eux, au cœur de la finance, du commerce et des liens mondiaux. Nous n'hésiterons pas à agir et à dénoncer les activités déstabilisatrices de la Russie, qui cherchent à mettre notre détermination à l'épreuve. La lutte a depuis longtemps dépassé la terre et les airs, et la Russie cherche à saper la stabilité d'autres pays. Le Royaume-Uni renforce sa défense en dépensant 100 millions de livres de plus pour des avions de chasse ou sous-marins et en lançant le programme Bastion Atlantique pour créer une force navale hybride britannique. S'adressant directement à Poutine, Healy a déclaré « Nous voyons vos activités sur nos câbles et pipelines et sachez que toute dégradation ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. » Selon l'ambassade de Russie à Londres, l'agence de propagande russe TASS a démenti les propos de Healy. Le gouvernement britannique a rappelé que ce n'est pas la première fois que le Kremlin agit de la sorte. L'an dernier, le navire espion Yantar a été vu près des eaux britanniques. En 2 ans, les menaces navales russes y ont cru. Le Yantar est l'un des navires clés utilisés par la Russie pour menacer le Royaume-Uni et nos alliés. Au cours des 2 dernières années, le nombre de navires russes menaçant les eaux britanniques a augmenté de 30%. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a réagi à la contre-opération du Royaume-Uni. Nous saluons la vigilance et la détermination de nos partenaires britanniques. Révéler les actions malveillantes de la Russie est l'une des méthodes les plus efficaces pour les contrer. Nous appelons la communauté internationale à abandonner toute illusion concernant Moscou. Ce régime doit être contenu, isolé et soumis à des sanctions impitoyables pour mettre fin à ses ambitions agressives. Cette année, le Royaume-Uni a intensifié ses patrouilles maritimes pour dissuader l'agression russe et protéger les infrastructures sous-marines. Et il continue de surveiller de près la situation avec ses alliés pour prévenir toute activité menaçant les intérêts britanniques. Mieux vaut naître fille de Poutine que de naître belle. La cadette du dictateur, Ekaterina Tikhonova, traite le budget russe au maximum. Sa fondation et ses entreprises ont rapporté à la demoiselle des bénéfices records se comptant en milliards. Plus de détails sur l'héritière la plus riche de Russie à suivre. Elle a déjà des milliards en banque et continue de s'enrichir grassement, alors que les Russes meurent au front en Ukraine. Sa principale source de revenus, ce sont les commandes publiques. La fondation de la fille cadette de Poutine, Ekaterina Tikhonova, a engrangé des sommes records en cette 4e année de guerre. Le Fonds Développement Intellectuel National, abrégé en IR, a rapporté à Tikhonova plus d'1 demi-milliard de roubles pour l'année 2025. Il est crucial que le neurocentre soit bâti sur la synergie de ces technologies et sur leurs demandes réelles dans l'économie. En effet, on peut dire que l'homme découvre simultanément les capacités de la technologie et les siennes. Les revenus colossaux de la fille de Poutine ont été révélés par une nouvelle enquête de la publication On peut expliquer, qui a analysé les états financiers de Tikhonova pour l'année dernière. La fille cadette de Poutine est la fondatrice et directrice générale d'une organisation liée à l'UMS, sous la marque Innopractica. Le bénéfice net du fonds NIR pour l'année 2025 s'est élevé à 635 millions de roubles. C'est presque 100 millions de roubles de plus que l'année précédente, 540 millions.
En 4 ans de guerre contre l'Ukraine, le fonds de Tikhonova a gagné plus d'1,6 milliard de roubles. Le fonds InnoPractica a été créé en 2012 et mène des recherches en extraction pétrolière, géologie, biotechnologie et chimie. Parmi ses plus gros clients figuraient Transneft, Rosneft et Rosatom. Le conseil d'administration comprend des amis proches de Poutine, Igor Sechin, Sergei Chemezov, Alexei Miller et le négociateur en chef avec les États-Unis, Kirill Dmitriev. Sa femme, Natalia Popova, est aussi une amie proche de Tikhonova et elle siège au conseil d'administration du NIR. En 2025, les bénéfices d'autres sociétés de l'empire commercial de la fille de Poutine ont également augmenté. Le bénéfice du centre d'ingénierie innovant, qui fait partie de l'empire commercial NIR de la fille de Poutine, a été multiplié par 100. Elle y détient une participation majoritaire de 51%. Il s'occupe de la substitution des importations et de l'intégration des technologies russes dans les grandes entreprises. Ses partenaires sont Avtovaz, Rosatom, Sber, RJD, Gazprom et d'autres géants du monde des affaires. En 2025, le bénéfice de l'IAIC est passé d'1 à 99 millions et le chiffre d'affaires de 96 millions à 2,5 milliards. Curieusement, l'argent afflue à une vitesse folle sur les comptes du centre d'ingénierie innovant qui appartient à l'empire de Tikhonova. S'il y avait un peu moins de 50 millions de roubles en 24, alors, à la fin de 25, la somme a grimpé à plus de 2 milliards de roubles. L'IIC s'occupe de la substitution des importations et, étrangement, aucun appel d'offres le mentionnant n'est trouvable sur le site des marchés publics. Pourtant, le centre reçoit systématiquement des commandes de l'État. Katerina Tikhonova elle-même est milliardaire, selon les révélations de MO. Sur son compte à la Gazprom Bank, en janvier 2025, 2,3 milliards de roubles étaient déposés, d'après une fuite sur les dépôts bancaires des Russes. Sur ce montant, elle a également perçu 344 millions d'intérêts. Le conjoint de fait de Tikhonova est l'ancien directeur artistique du ballet d'État de Bavière, l'artiste du peuple de Russie, Igor Zelensky. Les journalistes l'ont découvert en 2022. Ils ont une fille, ensemble. Poutine n'est plus tout jeune et le Kremlin pourrait sérieusement envisager de transférer le pouvoir précisément à Ekaterina Tikhonova. Selon des sources proches de l'administration du président de la Fédération de Russie, cette idée est poussée par Mikhail Kovalchuk, scientifique, entrepreneur et allié de longue date de Poutine. C'est tout ce que j'ai le temps de vous dire pour l'instant, mais d'autres nouvelles vous attendent au prochain bulletin. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir encore plus.